Alors, d'abord, puisque le but de ces tables rondes est d'ancrer nos échanges, nos réflexions dans le quotidien, dans la réalité de l'entreprise, j'aimerais peut-être que vous nous donniez chacun un ou deux exemples qui illustrent le mieux ce que veut dire justement cette idée d'engagement d'intérêt général au sein de votre entreprise, dans votre quotidien de dirigeant. Qui ouvre le bal Tenez, Antonio Molina. Dites-nous ce que ça veut dire dans votre quotidien. Je crois que de surcroît, on en discutait hors antenne, que voilà, sur ce thème, vous aviez peut-être quelques observations à nous faire. Oui, alors, je dirais qu'on a une entreprise pour plusieurs raisons un peu particulières. D'abord, on a été créé à la Révolution française, ce qui est quand même important puisqu'on est la plus ancienne, le plus ancien fabricant au monde de peinture. Donc, ça donne un peu de... Et On parlait de temps long avec Stanislas Guérini, on est dans ce registre-là. Là, on est un peu dans le temps long, oui. Je pense que la notion d'intérêt général, le groupe Madère l'a comprise en tant que groupe sur deux sujets. Sur un sujet fondamental qui est de dire que notre vision est exclusivement ou presque exclusivement la notion d'environnement. Parce qu'évidemment, les peintures ont une assez mauvaise image. Et donc, on travaille depuis 10 ans dans le fait de faire des peintures qui correspondent bien à la problématique environnementale. Vous n'avez pas attendu que la RSE soit à la mode pour le faire, effectivement. Oui. C'est ce qu'on a pu constater. Donc, ça se traduit par quelque chose qui est extrêmement important, c'est que nous dépensons 10% de notre chiffre d'affaires en recherche, ce qui est quand même assez considérable. Et deuxièmement, que pour ce faire, il n'y a jamais de dividende. C'est-à-dire que l'intégralité des résultats de l'entreprise sont reversés dans l'entreprise, malgré le fait que nous avons comme actionnaires la BPI, Naxicap et la BNP. Mais on a admis le fait que l'entreprise devait réinvestir l'intégralité des bénéfices pour pouvoir développer cette notion de vision de l'environnement. Et chez vous, Olivier Schiller, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Dans l'entreprise, ensuite, je reviendrai vers chacun d'entre vous pour voir ce que ça veut dire plus intimement, pour la personnalité que vous êtes. D'abord pour l'entreprise, pour Septodon. Alors, la RSE, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour notre entreprise, pour Septodon, grâce à qui vous n'avez pas mal quand vous êtes chez le dentiste, puisque nous fabriquons des anesthésiques dentaires. Et Septodon est installé à Saint-Maur-des-Fossés, qui est une commune assez riche, mais il y a une petite partie de cette commune qui est un quartier prioritaire de la ville, donc avec des populations qui sont complètement en marge de la vie économique. On a voulu donc mener une action pour aider ces populations, et avec l'association Simplon, puis aussi avec la ville, nous avons créé une école de numérique qui vise à réinsérer donc un certain nombre d'apprenants de tout âge, puisqu'ils sont entre 20 ans et puis 50 ans, dans la vie économique, en leur apprenant à développer des sites web. Donc ça a duré à peu près 6 mois. Ça a été un succès puisque les 3/4 d'entre eux ont trouvé un travail ou un contrat de professionnalisation ou créé leur propre entreprise. Donc c'est quelque chose qui... Et si vous voulez, ça a été en plus un projet d'entreprise. Ce n'était pas seulement monter le projet et puis faire le chèque, mais ça a permis aux salariés de l'entreprise d'être les tuteurs, de participer à cette formation. Et donc ça a été vraiment le genre de projet qui donne du sens, de la vision et donc qui permet d'impliquer absolument l'ensemble de l'entreprise. David Simonet, une action, une ou deux actions emblématiques de ce que cela veut dire chez vous, chez Axentis ? Alors chez Axentis, donc on est leader de la chimie fine en France. On a des sites qui sont classés, donc on a des responsabilités environnementales qui sont importantes. Tous nos sites sont certifiés ISO 14001 et sont des sites Céveso dont la plupart Céveso seuil haut. Donc naturellement, on est préoccupé effectivement par les enjeux de RSE, mais je veux aller au-delà, c'est-à-dire que l'équilibre entre l'entreprise et puis l'intérêt général passe déjà par le respect de la loi, le respect des normes de son métier. Ça paraît assez simple de le dire, mais on a affaire encore à de la concurrence qui ne satisfait pas à ces critères-là. Plus largement, si on pense aux GAFA et aux enjeux en matière fiscale, on voit déjà que le respect de la loi strictement et le respect des normes des métiers que nous pratiquons, c'est déjà la moindre des choses pour arriver à cet équilibre entre l'entreprise et l'intérêt général. Pour être maintenant plus précis sur des actions qu'on a pu mener, qui renvoient aussi à des convictions fortes, je pense qu'il y a un échec collectif qu'on doit assumer aujourd'hui, et ce n'est pas seulement le problème de l'éducation nationale. On a près de 2 millions de jeunes qui sont aujourd'hui sans emploi, sans diplôme, sans formation.
ce sont des jeunes qui aujourd'hui sont dans une défiance, voire dans une hostilité vis-à-vis de la société. Et je pense qu'au-delà des lois, nous avons, nous, dans nos entreprises, dans les territoires où nous sommes implantés, dès lors que nous sommes d'ailleurs à proximité de zones sensibles ou de zones difficiles en termes d'emploi des jeunes, nous avons une vraie responsabilité. Et donc ça se traduit chez nous par beaucoup d'apprentissage, des contrats de qualification professionnelle, l'implication des cadres dirigeants dans des programmes de mentorat, de chercheurs d'emploi. Ça se traduit aussi par des interventions dans des environnements d'enseignement. Donc c'est un élément vraiment extrêmement important. Je crois que l'insertion des jeunes, et d'ailleurs c'est cité dans le rapport Nota-Sénar, c'est une attente des Français vis-à-vis des entreprises. Elles attendent des entreprises que nous favorisions cette insertion des jeunes, et je crois que la plupart des maux auxquels nous faisons face aujourd'hui, y compris dans des domaines qui peuvent paraître très éloignés, comme la radicalisation de jeunes en banlieue, je pense que nous avons un devoir extrêmement important dans cette insertion. Ça passe par la valorisation du travail. Ça, c'est un bout du spectre. Et pour finir, à l'autre bout du spectre aussi, sont des bacs plus 5. J'ai enseigné très longtemps en Master 2 à Paris 1. Vous avez beaucoup aussi de bacs plus 5 qui aujourd'hui, auxquels on ne propose pas des offres à la hauteur de leur formation. Alors eux, ils ne sont pas dans une hostilité vis-à-vis de la société, ils sont dans une quête de sens qu'évoquait le député tout à l'heure. Et il faut aussi qu'on arrive à répondre à ça. Nous, notre engagement, c'est de recruter systématiquement, même en période de crise des jeunes, et systématiquement en CDI. Alors, Denis Terrien, on a là déjà 3 témoignages qui sont extrêmement parlants. On voit 3 dirigeants engagés. L'organisation que vous présidez, elle en rassemble d'autres. On a là des exemples, quelqu'un qui a travaillé véritablement sur son process de production. Il a fait le choix de la difficulté dans un univers où tout le monde n'a pas les préoccupations environnementales comme celle-ci, celui de la peinture. On a 2 dirigeants qui se focalisent plutôt sur la formation, la transmission, les enjeux en direction de la jeunesse. Est-ce que ce sont des échantillons représentatifs des bonnes pratiques qu'on peut observer dans l'entreprise des progrès, ou est-ce que vous en avez d'autres à partager avec nous ? Alors, déjà, je suis président d'une grosse société, d'une ETI. Oui, vous êtes aussi entrepreneur. Vous pouvez nous parler de vos bonnes pratiques. Oui. Oui, mais là, je parle avec la casquette d'Entreprise et Progrès. Entreprise et Progrès est une association d'entrepreneurs et de dirigeants qui a été créée il y a 50 ans par François Dalle et Antoine Riboud sur l'idée qu'il n'y a pas de développement économique sans développement social. Aujourd'hui, notre combat, c'est faire de l'entreprise un bien commun. Et effectivement, d'en faire le bien commun, il y a le sujet dont nous abordons aujourd'hui. La manière dont on voit ça au sein d'Entreprise et Progrès, c'est que les entreprises ont à un moment un basculement qui peut se faire dès la Révolution, très bien, ou pour d'autres entreprises un peu plus tard. Et c'est à ce moment où ils réalisent que la philanthropie ou s'occuper de la RSE n'est plus philanthropique, mais stratégique. C'est-à-dire que jusqu'à il y a encore 20 ans, la plupart des sociétés, ici on a des exemples un petit peu contraires, mais disaient, moi je m'occupe bien de mon client, je m'occupe de mes actionnaires, je paye bien mes salariés, et quand il me reste un petit peu, je vais en donner autour de moi. Cette action ne peut plus se faire. Et parce que depuis 20 ans, ce qu'on peut voir, c'est que le monde a changé. De même dirigeant d'entreprise, il y a 20 ans, pouvait s'appuyer sur 3 sources qui l'aidaient à diriger son entreprise. C'était l'État qui donnait du droit, c'était ou de l'ordre, c'était la religion qui donnait un sens, et c'était la famille qui donnait la sociabilité. Aujourd'hui, il n'y a plus que 10 à 15% des gens qui ont confiance dans le monde politique. Il y a 20%, donc il y a un besoin d'ordre. Il y a 20% des gens qui suivent encore une religion, donc 80% qui sont en recherche de sens, et il y a un couple sur 2 qui divorce. Donc il y a une recherche de sensibilité. Et on voit que parallèlement à ça, 70% des personnes sont contents de leur boîte. Et d'ailleurs, ça va même encore plus haut pour les ETI et PME. C'est l'institution française dans laquelle les Français ont le plus confiance avec l'hôpital à 84%. Donc l'employé d'une ETI d'un PME qui connaît très bien son dirigeant va le voir et lui dit « Donne-moi de l'ordre, donne-moi du sens et donne-moi du social ». Et qu'est-ce que c'est ça ? Finalement, c'est s'occuper de l'intérêt général ou ce que nous nomme le bien commun. Et aujourd'hui, il y a cette poussée très très forte qui est faite des employés, mais aussi des consommateurs qui viennent voir leurs dirigeants en disant « Donne-moi tout ça ». Et certains dirigeants ont décidé de passer l'étape et dire « Je vais faire finalement de cette responsabilité sociétale et environnementale un axe stratégique de mon entreprise ». Et là, les ETI ont un temps d'avance car elles sont territoriales.
La difficulté des grands groupes, et ça ce qu'on voit à Entreprises et Progrès, c'est que, et d'ailleurs Stanislas en parlait un petit peu, les grands groupes pourraient avoir tendance de faire du social bashing ou autre. L'ETI qui est sur un territoire, on l'a parlé là à Saint-Maur, Saint-Maur, qu'est-ce que je fais? J'aide l'école Saint-Plon qui est à Saint-Maur-des-Fossés et qui fait ça sur mon territoire. Donc l'ETI qui est beaucoup plus proche de son territoire fait ça beaucoup plus naturellement. Mais vous évoquiez, Denis Terrien, le fait que c'est un choix stratégique. On en a 3 illustrations, mais on voit bien que c'est pas simplement une question de pragmatisme. Je pense que chacun a été sensible aussi également à la force des témoignages, des premières phrases. On voit quelque chose d'assez tripal dans ce que vous nous faites partager. D'où cela vous vient-il, messieurs? Comment cela s'est-il déclenché, enchaîné, enflammé chez vous pour que vous le partagiez ainsi avec vos équipes? David Simonet, ça vient d'où? Ça vous est venu comment? Quelle mouche vous a piqué, mon cher? Je pense que c'est simplement, je pars du principe que ça renvoie à la définition de l'entreprise, qui est donc surtout pas une définition stricte et juridique, qui se limite pas à la notion de société. Je pense qu'une entreprise, aujourd'hui, a des frontières qui sont poreuses et qui sont changeantes. Et donc, moi, j'attends de mes collaborateurs que ce soit des vigies, qui soient en permanence en alerte sur les évolutions, sur ce qui se passe à ces frontières et les évolutions de ces frontières. Alors, j'ai essayé de le faire. J'étais boursier pendant mes études à l'ESSEC. J'ai été amené à enseigner pour financer mes études. Et je n'ai pas cessé de le faire. Et ça m'a permis d'être en permanence au contact des nouvelles générations et d'essayer de voir, du coup, qu'il y avait des aspirations très différentes. Donc, quand vous gérez une entreprise, vous avez affaire à des générations différentes. On voit que le député l'a rappelé tout à l'heure, c'est tout à fait vrai, les nouvelles générations Y, Z sont en recherche de sens, davantage que leurs aînés, et il faut répondre aussi à cela. Donc on ne peut plus répondre avec des outils assez classiques, effectivement, la rémunération, le cadre du travail, mais il faut apporter du sens. Donc moi, ma conviction profonde, c'est que l'entreprise est un sujet politique. C'est un environnement, on gère des mini-cités, on gère des mini-sociétés, on gère des problèmes de violence, on gère des problèmes de sens, on est inséré dans une mondialisation avec des chocs violents. Moi, j'organise des séminaires assez régulièrement sur le thème de l'argent, sur le thème des relations entre l'Inde et la Chine pour mes collaborateurs, pour qu'ils soient en permanence en éveil. Donc, je pense que l'entreprise, non seulement aujourd'hui est l'institution dans laquelle les Français ont encore le plus de confiance, mais je pense que l'entreprise, aujourd'hui, est celle qui est le plus en phase avec la réalité. Et nous, comme entrepreneurs, surtout, on peut changer les choses de façon beaucoup plus concrète. Il y a un sociologue qui est présent ici ce soir, Monsieur Offerlé, qui rappelait que la grande différence par rapport à toutes les engagés ou toutes les formes d'engagement qui peuvent exister, en tout cas c'était un témoignage d'un patron qui l'interrogeait, nous sommes convaincus, vous parliez de TRIP, nous sommes convaincus que nous pouvons changer les choses et on peut constater ces changements, alors certes à l'échelle d'une ETI, mais si finalement nous convergeons dans la même direction, on change beaucoup plus les choses qu'à aborder les choses trop globalement. Antonio Molina, vous partagez ce point de vue, et puis d'où cela vous vient-il, vous, cette conviction qui vous pousse depuis de longues années? Depuis de nombreuses années, j'ai considéré que l'entreprise, c'était d'abord un corps social. Et donc, il fallait que ce corps social vive le plus heureux possible. D'ailleurs, à ce titre, on a eu le prix du RSE des Hauts-de-France. Et pour ce faire, donc, je pense qu'on a mis en place un certain nombre de choses. Donc, on est installé dans pas mal de pays. On a 17 nationalités différentes dans le groupe. Et donc, du coup, les échanges sont extrêmement importants. Et puis, je pense qu'il y a une chose qui est importante dans le groupe aussi, c'est l'aide aux jeunes, comme vous avez dit, mais qui n'est pas au niveau, toujours au même niveau. Nous, on fait ça en prenant des gens pour faire des doctorats, qui font des doctorats à l'intérieur du groupe. Dans le cadre de conventions CIFRE, par exemple? Par exemple, oui. Ou d'autres, mais avec une chaire universitaire, mais de façon lourde, puisqu'on est 1000 personnes et que je crois qu'en ce moment, on a quelques doctorants en cours. Vous présidez un pôle de compétitivité, je crois, à vos moments perdus. Oui, alors, ce que j'allais dire, c'est qu'au fond, l'entreprise, il faut aussi la mettre, tout du moins le dirigeant, avec un contexte. Et donc, effectivement, je suis président d'un pôle de compétitivité, mais je suis aussi président du Centre européen de biomimétisme, parce que ça correspond à la vision environnementale qu'on a. Je suis au conseil stratégique de la fabrique de l'industrie. Je suis au comité supérieur de l'enseignement supérieur.
j'ai quelques fonctions qui font que, effectivement, en tant que personne, je m'implique dans le mouvement général. Je crois que vous avez ça en commun, des engagements multidimensionnels, et puis ensuite une quête de cohérence aussi dans tout ce que vous pouvez faire. C'est votre cas aussi, Olivier Schiller. Parlez-nous un peu. Oui, tout à fait. Vous avez dit, Denis, que donc la RSE, c'était stratégique. Enfin, c'est la réalité. La stratégie aujourd'hui, c'est un des 5 piliers de notre plan stratégique. Donc c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Nous encourageons les équipes à s'ouvrir le plus possible vers l'extérieur. Nos axes RSE, en fait, sur la partie qualitative, c'est l'aide aux territoires sur lesquels nous sommes implantés, et puis également la contribution à une meilleure hygiène bucco-dentaire. Aujourd'hui, on sait que les maladies bucco-dentaires génèrent du diabète, des maladies cardiovasculaires. C'est un enjeu important en termes de C'est un enjeu prévention essentiel et en termes de santé publique, si vous voulez. Donc nous faisons ça parce que nous pensons que ça fait partie de notre responsabilité, mais ce que j'ai observé, c'est que plus vous donnez, plus vous recevez. À partir du moment où sur votre territoire, par exemple, cette école du numérique a été inaugurée par la ministre du Travail et puis le ministre du Numérique. On a beaucoup parlé dans les écoles. Vous en avez parlé, je vous en remercie. Bon, mais l'impact que ça a eu, la fierté que ça a généré chez nos salariés et les contacts que ça nous a permis de bâtir au plus haut niveau de l'État et du département, c'est quelque chose d'essentiel. De la même façon, dans le domaine dentaire, le fait de s'impliquer dans les problématiques de santé publique m'ont permis d'être nommé, par exemple, au board de NYU University, New York University. On a aussi participé à des programmes pour soigner les enfants dans les favelas au Brésil. Hein, en fait. Mais tout ça, ça crée des connexions au plus haut niveau que... Finalement, plus vous donnez, plus il y a un payback important pour l'entreprise. Et même si vous ne le faites pas pour ça, finalement, c'est quelque chose qui est extrêmement rentable. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'encourage vraiment toutes les entreprises de faire. Denis Terrien, ça reboucle en fin de compte sur ce que vous disiez. Plus vous donnez, plus vous recevez. Ça conforte cette dimension stratégique que vous soulignez dans votre première intervention. Dans les 3 dirigeants, là, ou dans les dirigeants Entreprises et Progrès, la cohérence du dirigeant. Le dirigeant, c'est aussi bien une tête, un cœur et des tripes. La tête, ça sera la business et la finance, à essayer de bien avoir un bon business model pour avoir de la croissance et créer de la richesse. Le cœur, c'est finalement cette responsabilité sociétale et environnementale qu'on a, mais on ne peut pas mettre l'un et l'autre en mouvement si jamais on ne sent pas ça dans ses tripes. Et aujourd'hui, tous les dirigeants ne sentent pas ça dans leurs tripes. C'est une difficulté d'ailleurs qu'aujourd'hui il y a dans tout le débat autour de la loi Pacte. C'est ça, certains dirigeants disent non, ce sujet n'est pas le mien. Et il doit y avoir d'autres instances qui prennent ça en charge. D'autres dirigeants comme ici, et je pense que c'est beaucoup plus parlant pour les ETI et les PME, parce qu'elles sont plus ancrées dans leur territoire, sentent ça tripalement, hein, et donc se sentent... Mais quotidiennement, voilà, c'est vraiment... Quotidiennement, parce que le dirigeant est tous les jours avec et le maire de sa ville, ou cet employé, ou la femme, ou le mari de tel employé qui va venir lui parler de son problème, de son enfant qui fait cela, de l'accident là-dessus, ou du développement, ou de la formation. Plus l'entreprise est grande, plus il y a cet écart entre la territorialité et finalement l'objet de l'entreprise, et c'est là qu'il y a un déconnect. Une des choses peut-être qui explique ces réticences d'un certain nombre de dirigeants, que vous avez raison de le rappeler, de souligner, on n'est pas là pour repeindre le monde en rose, c'est aussi la sensation qu'ils peuvent avoir de risquer de se trouver face à des injonctions contradictoires. Alors, on me demande à la fois d'être performant sur le court terme, de ficher des résultats trimestriels stratosphériques, et puis en même temps de ne pas faire le mal, et même peut-être faire d'autant plus de bien autour de moi. Je ne vais pas pouvoir tout faire en même temps, d'où également les réticences qu'il peut y avoir par rapport au projet de loi Pacte, en disant, a-t-on vraiment besoin de tout cela ? Comment est-ce que vous vivez les choses ? Comment vous faites en sorte peut-être d'apaiser ces craintes chez les dirigeants moins engagés que vous ne pouvez l'être, que vous pouvez croiser les uns et les autres ? On commence avec vous, Denis, ensuite on va voir nos 3 autres amis. Alors, il est vrai que ces injonctions paradoxales étaient très très présentes il y a 20 ou 30 ans, parce que ce n'était pas une idée qui était partagée, et étant donné que les gens disaient chacun doit faire son travail, on met l'église au centre du village et tout va bien. Il y a quand même des mouvements exceptionnels qui sont faits depuis 20 ans. J'en ai parlé de certaines institutions qui ont perdu leur importance, mais aussi les consommateurs maintenant le demandent.
hein, les générations. Ils sont très attachés notamment à la cohérence. Ils sont très Absolument. matures. Ils ne vous demandent pas de faire des miracles, Voilà. mais ils vous demandent de dire, Les de tenir consommateurs vos engagements. On ne peut plus recruter aujourd'hui si jamais on n'est pas engagé dans ce mouvement. Et à Entreprises et Progrès, on a à peu près 100 membres. On représente 1 million de salariés. Sur ces 100 membres, il y a 30 boîtes qui sont très grosses, plus de 5000 employés. Eh bien, la plupart qui ne se sont pas engagés d'une manière très forte dans ce mouvement ont des problèmes à recruter. Donc, on n'arrive pas à recruter. Les produits, il y a un choix aujourd'hui qui se fait dans les produits. Et ce qui fait très plaisir aujourd'hui, c'est que même les investisseurs s'y mettent. Hein, il y a tout un tas de fonds et qui sont bien. Et le dernier mot, c'était il y a quelques mois où Larry Fink, qui est le gestionnaire du plus grand fonds mondial, a fait une très belle tribune dans laquelle il a dit « Je demande à tous les gens qui gèrent de l'argent de muter, de prendre ça en considération. » Donc aujourd'hui, ce qui était effectivement historiquement une injonction paradoxale l'est de moins en moins parce qu'il y a un plus grand alignement entre la finance, ce qui apporte le capital, les employés et les consommateurs. Voilà. En revanche, l'angoisse du dirigeant, et ça on le voit beaucoup à Entreprises et Progrès, c'est très bien, j'ai compris qu'il faut que je bouge, mais comment le faire ? Hein, je suis dirigeant de ma boîte depuis 10 à 20 ans, je l'ai moins fait. Qui peut m'aider à le faire ? Et c'est là où un travail comme ce qui est fait au sein des Bernardins, ou ce qu'on fait beaucoup à Entreprises et Progrès, hein, pour essayer de penser à comment on met ça en action, est nécessaire. Olivier Schiller, comment est-ce que vous vivez vous-même ces injonctions contradictoires et faites un peu de prosélytisme pour ceux qui les craignent tant ? Alors, je ne pense pas du tout que ce soit contradictoire, mais au contraire très complémentaire. Hein, que, comme l'a dit David Simonet, la première chose, c'est de respecter les règlements et donc toutes les lois en vigueur, hein, à commencer, au-delà des lois, à créer un environnement dans lequel nos salariés vont pouvoir s'épanouir. Hein. Ils doivent venir le matin le maximum motivés pour passer la journée dans l'entreprise, s'engager pleinement. Donc une politique RSE va permettre effectivement d'avoir le maximum de motivation, d'engager des jeunes et puis de répondre à leurs aspirations. Les clients, c'est pareil, hein, notamment les jeunes clients. Il faut créer un lien émotionnel, affectif entre l'entreprise et puis les clients. Aujourd'hui, avec le développement de la révolution numérique, c'est encore plus important. Donc ça permet de faire passer des messages tout à fait forts. Alors, je ne suis pas sûr que la loi Pacte soit, en tout cas, la révision de l'article 233 soit la meilleure façon d'y répondre, mais peut-être qu'on en parlera après. Voilà. Non, mais allez-y, au contraire, abordez la question. Si vous voulez, autant je suis totalement persuadé que c'est important de développer donc, tout ce qui est RSE, et d'ailleurs, il y a une limite aujourd'hui de 0,5% pour les activités caritatives qu'il faudrait augmenter pour encourager l'entreprise à aller au-delà des 0,5. Pourquoi ne pas les porter à 1%? Autant ça me paraît important. Autant il y a un environnement en France qui est défavorable aux entreprises et puis en particulier aux ETI. Et je vais vous donner un exemple, un ou deux exemples. Quand il y a une directive européenne qui est traduite en Allemagne, elle est traduite de façon à créer l'environnement le plus favorable pour les entreprises. En France, c'est le contraire. On prend l'extrême, l'interprétation la plus extrême de la directive pour la transposer et donc pour créer un environnement qui va être moins favorable aux entreprises françaises qu'aux entreprises allemandes. La loi Sapin 2, c'est quelque chose de formidable. Évidemment, on est tous convaincus qu'il faut lutter au maximum contre la corruption, qui est vraiment le cancer des pays. Mais on a logé les ETI à la même enseigne que les grandes entreprises. Et ce sont des centaines de milliers d'euros qu'il faut dépenser, des services entiers qu'il faut constituer pour arriver à répondre à la complexité de cette mise en œuvre. Aujourd'hui, l'ETI, c'est une notion statistique, mais quand il s'agit de faire passer des lois, soit on s'arrête aux PME, et puis au-delà, on est considéré comme une entreprise de 50 000 personnes. Donc ça, c'est un vrai problème. Et moi, la crainte que j'ai avec la modification du Code civil, si vous voulez, c'est qu'on augmente encore l'insécurité juridique qui porte sur nos entreprises. Il faut savoir que cet article n'avait pas été changé depuis que Cambacérès l'a écrit, l'article 1833. Et donc, ça va être la porte ouverte à de multiples contentieux, si vous voulez. Donc, on est en train, encore une fois, de créer des dispositifs qui vont se retourner contre les entreprises françaises. Puisque vous avez ouvert le banc, je vais demander également à Antonio Molina et à David Simonet ce qu'ils en pensent, justement, de ce que nous a évoqué Stanislas Guérini tout à l'heure, et au-delà de ce qui se profile sur la loi Pacte. Par rapport à la question antérieure, moi sur les injonctions contradictoires. Oui, je vous l'avais dit.
C'est vrai, je n'ai pas manqué de vous poser la question. Voilà. Allez-y, répondez-y. Donc, nous, quand on a fixé la notion d'environnement et on se dit que c'était une mission, en fait, j'ai quand même en 20 ans multiplié par 20 le chiffre d'affaires du groupe. Donc, ça prouve bien qu'on peut avoir une mission et qu'on peut être compétitif. C'est pas si contradictoire que ça. C'est pas si contradictoire que ça. Bon, c'est pas très simple. Et la notion de ne pas avoir de dividendes et le reverser dans l'entreprise est quand même très importante dans le sujet. Alors, quant à la loi Pacte, etc., ça fait longtemps que je dis que pourquoi il y a plus de ETI en Allemagne qu'en France. La notion est simple, c'est que quand vous avez une ETI, pour créer une ETI, il faut 2-3 générations. Quand vous passez en Allemagne d'une génération à la suivante une ETI, les droits de mutation sont égaux à 0. C'est gratuit. En France, la majorité des gens, même avec le pacte Dutreil, arrivent à être obligés de vendre et à fractionner pour pouvoir justement payer les droits de mutation. Donc tant qu'on ne regardera pas le problème fiscal, il est clair qu'il n'y aura pas de croissance du nombre de TI en France. À chaque fois qu'on en crée, on les démolit et puis on recommence. Bon, le député Guérini est parti, mais on lui fera passer l'enregistrement effectivement de cette table ronde. N'ayez crainte. David. Sur les injonctions paradoxales, juste simplement dire que le métier d'entrepreneur, c'est gérer en permanence des injonctions paradoxales. On doit travailler avec nos territoires, mais on doit penser global parce que nos clients, en ce qui concerne Axentis, sont des clients qui œuvrent à l'échelle mondiale, des groupes pharmaceutiques notamment. Les injonctions paradoxales entre les jeunes en quête de sens, les seniors qui ont peur de déclassement, notamment avec les nouvelles technologies. Donc c'est des injonctions paradoxales et c'est ce qui fait d'ailleurs que notre responsabilité est épuisante. Parce qu'on passe notre temps à gérer ces injonctions paradoxales et on nous demande des réponses immédiates, tous les jours. Ça, c'est vraiment le cœur de ce métier d'entrepreneur. Maintenant, sur la loi Pacte, moi, je pense que c'est important d'essayer de donner un contenu à ce qu'est l'entreprise. On ne peut pas la limiter à la définition simplement dans le Code civil d'une société, dont d'ailleurs l'histoire dit que progressivement, cette société, elle a été, dans ses formes juridiques, étudiée pour déresponsabiliser de façon croissante les actionnaires. Et en parallèle, on a aligné les objectifs des entreprises sur ces mêmes actionnaires qui, par les évolutions juridiques, ont vu leur responsabilité décroître. Alors là, ce n'est pas une injonction paradoxale, c'est sans doute la plus grande incohérence du capitalisme anglo-saxon. Donc la loi Pacte a le mérite d'essayer de réhabiliter avec la RSE d'une part et avec la raison d'être dont le député a parlé tout à l'heure, de réhabiliter ce que peut être l'entreprise. Alors il y aura du contentieux, c'est évident, avec la rédaction de ces articles du Code civil, mais sur la raison d'être, juste finir avec ça, la raison d'être, c'est important. Aujourd'hui, on n'emmène pas une entreprise dans la durée, on n'emmène pas ses collaborateurs dans la durée avec une vision et on n'est pas pérenne si on n'a pas un récit sur l'entreprise. Le discours technique ne suffit pas. On ne peut pas se résoudre à simplement expliquer comment on va résoudre les problèmes de confrontation entre l'offre et la demande ou entre les pouvoirs du capital au sein de l'entreprise et les pouvoirs du travail. Il faut un récit. Et donc s'interroger sur la raison d'être, ça me paraît fondamental. La raison d'être, c'est quoi ? Ça n'est jamais que la culture ou l'identité de l'entreprise. Il y a des auteurs qui ont déjà travaillé dessus il y a plus de 30 ans, dont Alain Etchegoyen, qui avait écrit un ouvrage très intéressant, Les entreprises ont-elles une âme, après un travail chez Michelin. Je pense que, moi en tout cas, c'est chez Axentis, même si c'est pas en une seule génération une ETI déjà, mais j'essaie de travailler à cette réflexion profonde, ce que nous sommes, ce que nous devons être, et c'est vraiment un travail sur l'identité et la culture. Alors vous évoquiez est-ce que les entreprises ont une âme d'Etchegoyen. Oui. Moi, je citais un autre intellectuel français, c'est André Comte-Sponville, qui a beaucoup travaillé justement sur ces questions de morale dans l'entreprise. Et je pense que, sans vouloir parler à sa place, je pense que sur la loi Pacte, il nous dirait qu'on est en train de se gourer de sujets, parce que pour lui, il a une conviction profonde qui est que l'entreprise étant un système impersonnel, ça n'est pas un sujet, elle ne peut être qu'amorale. Il est kantien, il le restera jusqu'à la fin de ses jours. Lui, il nous dit, cela ne veut pas dire que la morale n'a pas sa place dans l'entreprise, mais juste qu'il n'y a de morale que par et pour les individus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et ce sera la dernière question de votre table ronde. Vous n'avez pas 4 heures, vous avez 1 minute chacun. Entreprise et progrès, c'est créé sous la notion qu'il n'y a pas de développement économique sans développement social. Si jamais on parle de développement social, il faut remettre l'homme au centre. Et qu'est-ce que c'est qu'une entreprise ? C'est des hommes et des femmes qui se mettent ensemble sur un projet commun avec une vision partagée, une culture partagée. Donc je serais assez d'accord avec Comte-Sponville sans être kantien en disant oui, la mécanique de l'entreprise n'a pas d'âme. En revanche,
l'entreprise en elle-même, qui est constituée d'hommes et de femmes qui sont sur un projet commun avec des valeurs communes, est animée par une responsabilité et une âme. Voilà. Alors et c'est en ça où la loi Pacte, enfin, remet du sens là-dedans. Si jamais on pense, quand le Code civil a été écrit, c'était quoi la société d'il y a 200 ans? C'était deux tailleurs de pierre ou deux maçons qui se mettaient ensemble et il dit si jamais moi je me casse le bras, tu peux le faire avec moi et puis on est deux maçons et puis on travaille ensemble et puis on se partagera en gros ce qu'il y a à la fin. Voilà. Au début du siècle, il y a eu, plus la société est grande, il y a une séparation entre le capital et le travail. Et dans les grandes entreprises, même dans certaines ETI, peut-être moins dans les PME, eh bien, ce n'est pas le dirigeant d'entreprise qui possède le capital de l'entreprise. Et c'est là où il y a, si jamais on garde la notion d'entreprise telle qu'elle a, il y a effectivement le Code civil qui dit qu'en tant que dirigeant d'entreprise, la seule chose que l'on doit faire, c'est enrichir les actionnaires. Alors, la bonne chance, aucun patron en France n'est allé en justice parce qu'il a fait du bien commun autour de lui. Et c'est tous les jours, il fait de l'abus de bien social quand il le fait. Donc, heureusement, remettons la loi dans le bon sens et osons affirmer ce que l'on fait tous les jours. Et c'est en ça où ce changement du Code civil, pour nous, est essentiellement symbolique plutôt que pratique. Alors, il y a effectivement un débat. Avec Entreprises et Progrès, on a rassemblé à peu près 80 autres associations d'entrepreneurs et dirigeants. Certains, c'est les EDC qui parleront après. Il y a le CJD, il y a des think tanks comme Terra Nova, où on se dit, allons-y, faisons confiance dans les changements. Et puis, à partir du moment où la force est là des entreprises pour faire le bien commun, n'ayons pas peur ou moins peur d'une jurisprudence sur laquelle nous, on ne voit pas de risque. Antonio Molina, Olivier Schiller, sur cette question, c'est avant tout une problématique d'individu. Je ne comprends pas très bien la notion d'amoralité liée au machin. Et j'insiste sur le fait que la notion de séparation du capital et du travail, à partir du moment où le dividende n'existe pas, ne se pose pas, et que le capital n'est enrichi que par la montée de la valeur patrimoniale. Ce qui n'est pas la même chose, et que par contre on distribue l'intégralité des revenus, et que donc de ce fait les gens jouent le jeu parce qu'ils savent que ça va. Et je pense que quand même c'est une responsabilité du dirigeant de faire que les gens partagent la vision du dirigeant et de ce fait est quand même un but à atteindre, et je pense que ça c'est extrêmement important. Je dirais que je passe une part de mon temps importante à pouvoir discuter avec les cadres, etc., et même des ouvriers d'ailleurs, sur pourquoi on le fait et où on va. Oui, une affaire de femmes et d'hommes avant toute chose. Olivier Schiller, sur ces points. Et on terminera avec David. Alors, une de mes grandes fiertés quand j'arrive chaque jour dans l'entreprise, c'est de voir des hommes et des femmes de toutes les origines, de toutes les couleurs, de toutes les religions, qui travaillent ensemble toute la journée autour d'un projet commun et qui s'entendent très très bien. Et donc l'entreprise est un vrai creuset d'intégration. Et je trouve qu'aujourd'hui, alors que les communautarismes se développent, alors qu'il y a des banlieues où des populations entières sont complètement en marge de la société et certains vont vers une radicalisation épouvantable, je trouve que l'entreprise a une vraie responsabilité d'intégration, non seulement au sein de ses salariés, mais ensuite de s'ouvrir. Avec la région Île-de-France, on est en train de développer, avec le club ETI qui vient d'être créé, nous comptons déjà plus de 30 entreprises, et je fais appel à toutes les ETI Île-de-France de nous rejoindre si elles le souhaitent. Mais en tout cas, donc, on veut multiplier cette ouverture vers ces populations, vers ces centres de formation, et pour montrer à des jeunes et des moins jeunes pour qui l'entreprise c'est quelque chose qui leur paraît totalement inaccessible, que si, bien sûr, ils ont aussi une place au sein des entreprises. Donc je ne sais pas si c'est moral ou amoral, mais enfin en tout cas je pense qu'aujourd'hui l'entreprise c'est un vrai creuset et un vrai levier d'intégration de la nation. David, sur cette question. Alors moi, je ne me retrouve pas du tout dans ce que André Comte-Sponville dit. Pour moi, l'entreprise est un sujet, ce n'est pas simplement un objet. Il suggère que dans cette opposition entre sujet et objet, finalement, seul l'individu donnerait de la morale à l'entreprise. L'entreprise, dès lors
qu'elle incarne une identité, dès lors qu'elle a une culture forte, peut faire grandir la morale des individus. Il y a de la violence dans l'entreprise, indépendamment de la personnification de cette violence. Ça dit bien que l'entreprise est un sujet. Quant à la morale kantienne, moi je crois au contraire que c'est un bon principe d'action, c'est-à-dire que, vieux souvenir de classe préparatoire, mais dans la doctrine du droit, il me semble que Kant dit qu'on peut agir si on peut ériger son action en maxime universelle. Je pense que c'est ça finalement sans doute la raison d'être. C'est est-ce que notre action au quotidien, auprès des jeunes, auprès des plus âgés, dans les exigences qu'on a vis-à-vis de nos fournisseurs ou de nos clients, est-ce que finalement toutes les initiatives que l'on prend, est-ce que si elles étaient démultipliées, elles auraient du sens et elles auraient de la valeur? Ça, c'est la morale kantienne, et je pense que l'entreprise peut être absolument un sujet de morale kantienne. On prend de la hauteur, je vous avais promis. Merci beaucoup, messieurs. Merci de nous avoir fait partager votre expérience et au-delà de celle-ci, votre vision.